Imaginez-vous dans le miroir dans exactement une semaine, regardant une personne que vous reconnaissez à peine, une version transformée de vous-même qui rayonne d'une confiance magnétique et d'une détermination inébranlable que vous n'aviez jamais osé rêver posséder. Cette vision n'est pas un fantasme lointain ou une promesse vide de gourou en développement personnel, mais une réalité tangible que Napoléon Hill, le maître de la philosophie du succès, a documenté dans les vies de centaines de millionnaires et de leaders exceptionnels qu'il a étudiés pendant plus de 20 ans. Dans ses recherches révolutionnaires, il a découvert que la transformation radicale n'est pas le fruit d'années de labeur acharné, mais plutôt le résultat d'un changement fondamental. Dans la façon dont nous dirigeons et organisons notre esprit, un processus qu'il appelait la transmutation de l'énergie mentale. Mais pourquoi la plupart des gens restent-ils prisonniers de leur version actuelle, répétant les mêmes patterns destructeurs jour après jour, année après année, sans jamais connaître cette métamorphose spectaculaire qu'il décrivait comme étant à la portée de tout être humain déterminé? La réponse réside dans une vérité troublante que peu osent affronter. Nous avons été conditionnés à croire que le changement authentique nécessite des mois, voire des années de sacrifice, alors qu'en réalité, comme il a démontré à travers l'analyse minutieuse des titans de l'industrie de son époque, la transformation véritable peut se manifester en l'espace d'une semaine lorsque nous appliquons les principes exacts que ces géants utilisaient pour reconstruire leur personnalité et leur destinée. Cette révélation va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné sur le développement personnel, et c'est précisément pourquoi elle fonctionne avec une efficacité stupéfiante. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différenciait vraiment Andrew Carnegie, Henry Ford ou Thomas Edison de millions d'autres individus de leur époque qui possédaient des capacités intellectuelles similaires, mais qui n'ont jamais réussi à transcender leurs conditions ordinaires? Il a passé des années à décortiquer cette énigme, et ce qu'il a découvert va révolutionner votre compréhension de la nature humaine et du potentiel de transformation qui sommeille en vous. Ces titans n'étaient pas nés avec des dons exceptionnels ou des circonstances privilégiées, mais ils maîtrisaient une méthode précise pour reprogrammer leur subconscient et aligner leur énergie mentale avec leurs objectifs les plus ambitieux, créant ainsi ce qu'il appelait une personnalité magnétique capable d'attirer les opportunités, les ressources et les relations nécessaires à leur ascension fulgurante. Ce qui rend cette approche si puissante, c'est qu'elle ne se contente pas de modifier votre comportement superficiel ou vos habitudes quotidiennes, mais elle transforme l'essence même de votre identité, restructurant les fondations mentales sur lesquelles repose votre réalité actuelle. Il a observé que les individus qui connaissaient une transformation spectaculaire en peu de temps suivaient un protocole mental spécifique, une sorte de formule secrète qu'ils appliquaient avec une rigueur mathématique pour dissoudre leur ancienne personnalité et faire émerger leur moi supérieur. Cette méthode, qu'il a codifiée après des décennies de recherche, représente l'antithèse complète des approches graduelles et superficielles qui dominent aujourd'hui le domaine du développement personnel, car elle attaque directement les racines psychologiques qui maintiennent les gens dans leur zone de médiocrité. Au cours des prochaines minutes, vous allez découvrir cette méthode révolutionnaire dans ses moindres détails, comprendre pourquoi elle fonctionne avec une précision redoutable, et surtout, apprendre comment l'appliquer immédiatement dans votre propre vie pour déclencher une métamorphose si profonde que votre entourage aura du mal à croire qu'il s'agit de la même personne qu'il côtoyait il y a encore une semaine. Cette transformation ne sera pas cosmétique ou temporaire, mais structurelle et permanente, car elle s'appuie sur les lois immuables de l'esprit humain qu'il a identifiées en étudiant les plus grands succès de son époque. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le changement personnel et à découvrir une vérité qui pourrait bien redéfinir le cours de votre existence pour les décennies à venir. Napoléon il avait coutume de dire que le temps n'est qu'une illusion créée par l'esprit non entraîné, et que ceux qui comprennent véritablement les mécaniques de la transformation personnelle peuvent accomplir en quelques jours ce que d'autres mettent des années à réaliser. Cette révélation lui est venue lors de ses entretiens avec Andrew Carnegie, qui lui a confié avoir reconstruit entièrement sa personnalité en moins de 10 jours après avoir pris la décision ferme de devenir l'homme le plus riche d'Amérique. Carnegie expliquait que la plupart des gens confondent l'action avec le progrès, s'enlisant dans des routines superficielles qui ne font que renforcer leurs patterns mentaux existants, alors que la véritable transformation se produit dans un espace-temps condensé où l'intensité de la concentration mentale remplace la durée de l'effort. Cette compréhension révolutionnaire du temps et du changement repose sur un principe fondamental qu'il a observé chez tous les individus exceptionnels de son étude. Ils ne se contentaient pas d'espérer que leur vie s'améliore graduellement,
mais il créait des points de rupture psychologique où leur ancienne identité mourait littéralement pour laisser place à une nouvelle version d'eux-mêmes. Ces moments de transformation intense, qu'il appelait des renaissances mentales, se caractérisaient par une concentration si focalisée et une détermination si absolue que le subconscient n'avait d'autre choix que de se restructurer complètement pour s'aligner avec cette nouvelle réalité mentale. Carnegie décrivait ce processus comme une forme de mort volontaire de son ancien moi, suivie d'une résurrection sous une forme supérieure et plus puissante. L'erreur tragique que commet la majorité des gens, selon il, c'est de croire que la transformation doit être graduelle et confortable, alors qu'en réalité, tous les changements authentiques se produisent dans l'inconfort et l'intensité d'un moment décisif. Cette vérité dérangeante explique pourquoi tant d'individus restent bloqués dans des cycles interminables d'amélioration marginale, sans jamais expérimenter la métamorphose radicale qu'ils désirent au plus profond de leur être. Il comparait cette situation à un papillon qui tenterait de sortir lentement et progressivement de sa chrysalide sur plusieurs mois, une approche qui aboutirait inévitablement à sa mort, car la nature exige que la transformation soit complète et rapide pour être viable. Les titans de l'industrie qu'il a étudiés avaient tous compris cette loi naturelle de la transformation et l'appliquaient consciemment dans leur développement personnel, créant des conditions mentales si intenses qu'elles forçaient leur psyché à se réorganiser en profondeur. Ils ne perdaient pas de temps avec des changements cosmétiques ou des ajustements superficiels, mais ils attaquaient directement les fondations de leur identité, démolissant systématiquement leurs croyances limitatives et leurs patterns comportementaux pour construire une nouvelle architecture mentale capable de soutenir leurs ambitions les plus audacieuses. Cette approche radicale explique pourquoi ils pouvaient accomplir en quelques années ce que d'autres n'arrivaient pas à réaliser en toute une vie, car ils avaient maîtrisé l'art de la transformation accélérée. Lorsqu'il analysait les journaux intimes et les témoignages de ces individus exceptionnels, il découvrait invariablement des périodes de 7 à 10 jours qui marquaient des tournants décisifs dans leur trajectoire, des moments où ils avaient littéralement changé de peau mentalement et émotionnellement. Ces périodes intensives étaient caractérisées par une combinaison spécifique d'éléments qu'il a codifiés dans sa méthode, une clarté absolue sur l'identité désirée, une immersion totale dans cette nouvelle réalité mentale, et un engagement émotionnel si profond qu'aucun retour en arrière n'était psychologiquement possible. Cette découverte révolutionnaire a conduit à développer ce qu'il appelait le protocole de renaissance, une méthode systématique pour reproduire ces transformations spectaculaires dans un délai condensé. Le génie de cette approche réside dans sa capacité à court-circuiter les mécanismes de résistance naturelle du subconscient, qui sont conçus pour maintenir l'homéostasie psychologique et empêcher les changements brusques. En créant une pression mentale suffisamment intense et soutenue, les individus peuvent littéralement forcer leur subconscient à accepter une nouvelle programmation, un peu comme un ordinateur qui serait reformaté avec un nouveau système d'exploitation. Il avait observé que cette résistance subconsciente s'effondrait généralement après 5 à 7 jours d'application rigoureuse de sa méthode, ouvrant la voie à une transformation si profonde qu'elle modifiait non seulement la personnalité, mais aussi l'énergie vibratoire que la personne émettait, affectant directement la qualité de ses interactions sociales et de ses opportunités professionnelles. Cette révélation sur la nature condensée du changement authentique va complètement transformer votre approche du développement personnel, car elle libère du mythe paralysant de la transformation graduelle pour vous donner accès à une méthode éprouvée de métamorphose rapide et durable. Il insistait sur le fait que cette approche n'était pas réservée à une élite, mais constituait un droit de naissance de tout être humain suffisamment déterminé pour embrasser l'inconfort temporaire nécessaire à sa renaissance mentale. Dans les sections suivantes, nous allons explorer les mécanismes précis de cette transformation et vous donner les outils exacts pour l'implémenter dans votre propre vie avec la même efficacité redoutable que les géants étudiés par il. L'une des découvertes les plus troublantes de Napoléon, il concernait ce qu'il appelait la mort psychologique, un processus volontaire par lequel les individus exceptionnels détruisaient systématiquement leur ancienne identité pour faire place à une version supérieure d'eux-mêmes. Cette révélation lui est venue lors d'une conversation mémorable avec Thomas Edison, qui lui a expliqué qu'avant chacune de ses percées majeures, il devait littéralement assassiner la version de lui-même qui doutait de la possibilité de réaliser l'impossible. Edison décrivait ce processus comme une forme de suicide mental contrôlé, où il identifiait précisément les aspects de sa personnalité qui l'empêchaient d'atteindre ses objectifs et les éliminait de façon chirurgicale de son système de croyances et de ses patterns comportementaux.
Cette méthode radicale repose sur une compréhension profonde de la psychologie humaine qu'il a développée au fil de ses recherches. Notre identité actuelle n'est qu'une construction mentale basée sur nos expériences passées, nos conditionnements sociaux et nos croyances héritées, et cette construction peut être démontée et reconstruite avec la même précision qu'un architecte qui démolit un bâtiment pour en construire un nouveau plus moderne et plus fonctionnel. Les titans étudiés par il avaient tous maîtrisé cette capacité à se déprogrammer volontairement, libérant ainsi l'espace mental nécessaire pour installer une nouvelle programmation alignée avec leurs ambitions les plus élevées. Cette approche va à l'encontre de nos instincts de conservation psychologique, mais elle représente la clé de voûte de toute transformation authentique et durable. Le processus de mort psychologique se déroule en plusieurs phases distinctes qu'il a cartographiées avec une précision scientifique en analysant les témoignages de centaines d'individus qui avaient connu une métamorphose spectaculaire. La première phase consiste en une prise de conscience brutale et non négociable des aspects de notre personnalité qui nous limitent, un inventaire impitoyable de nos faiblesses, de nos peurs et de nos sabotages internes qui doit être mené avec la froideur d'un chirurgien analysant une tumeur. Cette étape est souvent la plus difficile car elle exige de notre part un courage émotionnel rare, celui de regarder en face nos propres démons sans les excuser, les justifier ou les minimiser, mais en les reconnaissant comme des obstacles qui doivent être éliminés pour permettre notre évolution. La deuxième phase du processus implique ce qu'il appelait la déclaration de guerre contre notre ancienne identité, un engagement émotionnel total à détruire systématiquement tous les patterns mentaux qui maintiennent notre médiocrité actuelle. Cette déclaration ne peut pas être prise à la légère ou considérée comme un exercice intellectuel, mais doit être vécue comme un moment de vérité absolue où nous choisissons consciemment de brûler les ponts qui nous relient à notre passé pour nous forcer à construire une nouvelle réalité. Il insistait sur le fait que cette phase nécessitait une intensité émotionnelle comparable à celle d'un parent qui défend la vie de son enfant, car sans cette charge émotionnelle puissante, le subconscient interpréterait cette déclaration comme un simple souhait et maintiendrait ses patterns habituels. Les individus qui réussissaient cette transformation développaient ensuite ce qu'il appelait une personnalité de démolition, une version temporaire d'eux-mêmes dont la seule fonction était de détruire méthodiquement tous les vestiges de leur ancienne identité. Cette personnalité intermédiaire était caractérisée par une détermination impitoyable, une discipline de fer et une capacité à endurer l'inconfort psychologique sans fléchir, car elle comprenait que chaque moment d'hésitation ou de complaisance permettait à l'ancienne programmation de reprendre du terrain. Il comparait cette phase à celle d'un soldat en mission derrière les lignes ennemies, où la moindre négligence pouvait compromettre le succès de l'opération entière, et où seule une vigilance constante et une exécution parfaite pouvaient garantir la victoire. La phase finale de la mort psychologique consistait en ce qu'il appelait le point de non-retour, un moment spécifique où l'ancienne identité était si complètement démantelée qu'un retour aux anciens patterns devenait psychologiquement impossible. Cette étape se reconnaissait par une sensation très particulière que tous les sujets de il décrivaient de façon similaire. Un sentiment de vide mental terrifiant mais libérateur, comme si on venait de jeter par-dessus bord un fardeau qu'on portait depuis des années sans en avoir conscience. Ce vide n'était pas une fin en soi, mais l'espace mental vierge nécessaire pour accueillir la nouvelle programmation qui allait déterminer leur future personnalité et leurs nouveaux résultats de vie. Il avait découvert que ce processus de mort psychologique, bien qu'intense et inconfortable, pouvait être accompli en seulement 3 à 5 jours d'application rigoureuse, à condition que l'individu maintienne un niveau de concentration et d'engagement émotionnel suffisant pour surmonter les résistances naturelles du subconscient. Cette révélation était révolutionnaire car elle démontrait que la transformation la plus profonde n'était pas une question de temps mais d'intensité, et que tout être humain possédait la capacité innée de se réinventer complètement s'il était prêt à embrasser temporairement l'inconfort de la dissolution de son ancienne identité. Dans les prochaines sections, nous explorons les techniques spécifiques qu'il a développées pour faciliter ce processus et minimiser les risques psychologiques associés à cette métamorphose volontaire. Une fois le terrain mental déblayé par le processus de mort psychologique, Napoléon avait identifié la nécessité cruciale de construire immédiatement une nouvelle architecture identitaire, car laisser le subconscient dans un état de vide prolongé créait un risque de régression vers d'anciens patterns, ou pire encore, d'effondrement psychologique temporaire. Cette phase de reconstruction devait être menée avec la même rigueur et la même précision qu'un architecte concevant les plans d'un gratte-ciel, car chaque élément de cette nouvelle identité devait s'emboîter parfaitement avec les autres pour créer une structure mentale stable et puissante.
Il avait observé que les individus qui échouaient dans leur transformation négligeaient souvent cette étape cruciale, se contentant de détruire l'ancien sans prendre le soin de construire solidement le nouveau, ce qui aboutissait invariablement à un retour aux anciens patterns après quelques semaines d'euphorie initiale. La première pierre de cette nouvelle architecture identitaire consistait en ce qu'il appelait la définition cristalline du nouveau moi, un exercice d'une précision redoutable qui exigeait de décrire avec un luxe de détails extraordinaire la personnalité, les habitudes, les croyances, les émotions, les réactions et même la posture physique de la personne qu'on choisissait de devenir. Cette définition ne pouvait pas être vague ou approximative, mais devait être si spécifique et si vivante qu'elle créait une image mentale parfaitement claire de cette nouvelle version de soi, une sorte de blueprint psychologique qui servirait de guide pour la restructuration subconsciente. Il insistait sur le fait que cette définition devait être rédigée à la première personne et au présent, comme si cette transformation était déjà accomplie, car le subconscient ne fait pas de distinction entre l'imagination vivide et la réalité, et commence immédiatement à aligner les pensées, les émotions et les comportements avec cette nouvelle programmation. Le deuxième pilier de cette architecture mentale impliquait ce qu'il appelait l'imprégnation émotionnelle, un processus par lequel la nouvelle identité était chargée d'une intensité émotionnelle si puissante qu'elle devenait plus réelle et plus attractive que l'ancienne personnalité. Cette imprégnation ne pouvait pas être accomplie par la simple volonté ou la répétition mécanique d'affirmation, mais nécessitait une technique sophistiquée qu'il avait développée en étudiant les méthodes des grands orateurs et des leaders charismatiques de son époque. La technique consistait à entrer dans un état de concentration profonde, à visualiser la nouvelle identité avec tous les sens jusqu'à ressentir physiquement les émotions associées à cette personnalité, puis à ancrer ces sensations dans le système nerveux par des gestes, des postures et des expressions faciales spécifiques qui renforcent l'expérience sensorielle globale. Il avait découvert que cette nouvelle identité devait également être soutenue par ce qu'il appelait un système de croyances cohérent, un ensemble de principes, de valeurs et de convictions qui justifiaient et rationalisaient la nouvelle personnalité aux yeux du mental conscient. Ce système ne pouvait pas être arbitraire ou superficiel, mais devait être ancré dans une philosophie de vie profonde et logique qui donnait du sens à la transformation et répondait aux questionnements internes qui pouvaient surgir pendant le processus d'adaptation. Les titans étudiés par il consacraient généralement une journée entière à développer cette philosophie personnelle, puisant dans leurs lectures, leurs expériences et leurs aspirations les plus profondes pour créer un cadre conceptuel solide qui soutiendrait leur nouvelle identité même dans les moments de doute ou d'adversité. L'élément suivant de cette architecture identitaire concernait ce qu'il appelait les rituels d'ancrage, des séquences d'actions spécifiques que la nouvelle personnalité accomplirait quotidiennement pour renforcer et maintenir sa cohérence interne. Ces rituels n'étaient pas de simples habitudes, mais des cérémonies personnelles chargées de symbolisme et d'intention qui servaient à rappeler constamment au subconscient l'engagement pris envers la nouvelle identité. Il avait remarqué que les individus les plus stables dans leur transformation développaient entre 3 et 5 rituels quotidiens qui engageaient différents aspects de leur être. Un rituel physique pour ancrer la nouvelle personnalité dans le corps, un rituel mental pour maintenir la clarté de vision, un rituel émotionnel pour nourrir l'enthousiasme et la passion, et parfois un rituel spirituel pour connecter la transformation à un sens plus grand que soi. La phase finale de construction identitaire impliquait ce qu'il appelait le test de cohérence, une vérification minutieuse de tous les éléments de la nouvelle personnalité pour s'assurer qu'ils formaient un ensemble harmonieux et réalisable. Ce test consistait à projeter mentalement la nouvelle identité dans différentes situations de la vie quotidienne et à observer si toutes les réactions, décisions et comportements demeuraient cohérents avec la personnalité choisie. Il insistait particulièrement sur l'importance de tester la nouvelle identité face à l'adversité, au stress et à la critique, car c'est dans ces moments difficiles que les failles de l'architecture mentale se révèlent et peuvent compromettre toute la transformation si elles ne sont pas corrigées avant la mise en œuvre finale. Cette phase de construction identitaire, bien que complexe dans sa conception, pouvait être accomplie en 2 à 3 jours d'application intensive selon Hill, à condition que l'individu maintienne un niveau de concentration et de créativité élevé tout au long du processus. Il comparait cette étape à celle d'un sculpteur qui dégrossit rapidement un bloc de marbre pour révéler la forme générale de sa future œuvre, sachant que les détails et les finitions viendront naturellement une fois que la structure principale sera solidement établie. Cette approche méthodique de la reconstruction identitaire représente l'un des aspects les plus innovants de la méthode de Hill,
car elle transforme un processus habituellement chaotique et imprévisible en une séquence logique et maîtrisable qui peut être reproduite par tout individu suffisamment discipliné pour suivre les étapes dans l'ordre prescrit. Napoléon, il avait fait une découverte révolutionnaire qui allait transformer sa compréhension de la nature humaine. Chaque individu possède un quantum d'énergie mentale et émotionnelle fixe qui peut être canalisé de manière destructrice ou constructive, mais qui ne peut jamais être augmenté ou diminué, seulement redirigé avec une efficacité variable. Cette révélation lui est venue lors d'une série d'entretiens avec Henry Ford, qui lui a expliqué que sa transformation personnelle spectaculaire n'avait pas résulté d'une acquisition de nouvelles capacités, mais d'une réorganisation complète de son énergie interne qui était auparavant dispersée dans des activités, des pensées et des émotions improductives. Ford décrivait ce processus comme une forme d'ingénierie personnelle où il avait identifié toutes les fuites énergétiques de sa vie pour les colmater systématiquement et rediriger cette énergie récupérée vers ses objectifs les plus importants. Cette compréhension de l'énergie humaine comme une ressource finie mais réorganisable expliquait pourquoi certains individus semblaient disposer d'une vitalité et d'une puissance d'action extraordinaire alors que d'autres, pourtant dotés des mêmes capacités intellectuelles, demeuraient dans un état de faiblesse chronique et d'inefficacité généralisée. Il avait identifié que la majorité des gens gaspillaient leur énergie vitale dans ce qu'il appelait les 7 drains énergétiques majeurs. Les préoccupations inutiles qui consument l'énergie mentale, les relations toxiques qui épuisent l'énergie émotionnelle, les activités sans but qui dispersent l'énergie créative, les conflits intérieurs qui fragmentent l'énergie psychologique, les habitudes destructrices qui vampirisent l'énergie physique, les croyances limitatives qui bloquent l'énergie spirituelle, et les environnements négatifs qui contaminent l'énergie vibratoire générale. Le processus de transmutation énergétique qu'il avait codifié commençait par ce qu'il appelait un audit énergétique complet, une analyse impitoyable de tous les domaines de la vie pour identifier précisément où l'énergie était gaspillée, mal dirigée ou carrément sabotée par des patterns inconscients. Cet audit ne pouvait pas être superficiel ou complaise, mais devait être mené avec la rigueur d'un expert comptable examinant les finances d'une entreprise en difficulté, car la moindre négligence dans cette phase d'analyse compromettrait l'efficacité de toute la réorganisation énergétique. Il recommandait de documenter pendant 48 heures chaque pensée, chaque émotion, chaque action et chaque interaction pour créer une cartographie précise des flux énergétiques actuels et identifier les zones de plus grande déperdition. Une fois cet audit complété, la phase suivante consistait en ce qu'il appelait la coupure énergétique radicale, un processus par lequel l'individu éliminait impitoyablement toutes les sources de drains énergétiques identifiées, même si cela impliquait des décisions difficiles ou des ruptures douloureuses. Cette phase exigeait un courage émotionnel considérable car elle pouvait nécessiter de rompre avec des relations de longue date, d'abandonner des habitudes réconfortantes ou de quitter des environnements familiers qui maintenaient la personne dans un état de médiocrité énergétique. Il insistait sur le fait que cette coupure devait être nette et définitive, car toute forme d'hésitation ou de compromis permettrait aux anciens patterns de se reconstituer et de reprendre progressivement le contrôle du système énergétique personnel. La troisième étape de la transmutation impliquait ce qu'il appelait la redirection énergétique stratégique, un processus sophistiqué par lequel toute l'énergie récupérée était immédiatement canalisée vers les objectifs et les activités alignées avec la nouvelle identité. Cette redirection ne pouvait pas être laissée au hasard ou à la bonne volonté, mais devait être orchestrée avec la précision d'un chef d'orchestre dirigeant une symphonie, car l'énergie libérée possédait une tendance naturelle à se disperser à nouveau si elle n'était pas immédiatement capturée et dirigée vers des canaux productifs. Il avait développé une technique spécifique qu'il appelait l'installation énergétique. Chaque matin, l'individu visualisait son énergie comme un fluide lumineux qu'il dirigeait consciemment vers ses priorités de la journée, créant des canaux énergétiques mentaux qui faciliteraient l'exécution de ses tâches les plus importantes. La phase finale de la transmutation énergétique concernait ce qu'il appelait l'amplification par résonance, un phénomène par lequel l'énergie correctement organisée et dirigée commençait à attirer naturellement d'autres formes d'énergie compatibles, créant un effet d'amplification qui décuplait la puissance d'action de l'individu. Il avait observé que les personnes qui maîtrisaient cette transmutation développaient rapidement ce qu'il appelait une signature énergétique distinctive qui attirait automatiquement les opportunités, les ressources et les collaborateurs nécessaires à la réalisation de leurs objectifs. Cette attraction n'était pas mystique ou accidentelle, mais résultait de la cohérence énergétique qui rendait ces individus naturellement magnétiques et inspirants pour leur entourage,
créant un cercle vertueux où leur énergie organisée attirait et organisait l'énergie des autres autour de leur projet et de leur vision. Il estimait que cette transmutation énergétique complète pouvait être accomplie en 4 à 6 jours d'application intensive, transformant radicalement non seulement l'efficacité personnelle de l'individu, mais aussi son impact sur son environnement et sa capacité à influencer positivement les événements de sa vie. Cette approche représentait une révolution par rapport aux méthodes traditionnelles de développement personnel qui se concentraient sur l'acquisition de nouvelles compétences plutôt que sur l'optimisation de l'énergie existante, offrant ainsi une voie rapide et directe vers une transformation authentique et durable de la personnalité et des résultats de vie. Après avoir libéré l'espace mental par la mort psychologique et restructuré les flux énergétiques, Napoléon avait identifié la nécessité cruciale d'installer immédiatement une nouvelle programmation subconsciente avant que les anciens patterns ne tentent de reprendre le contrôle du système psychologique. Cette phase délicate représentait selon lui le moment le plus critique de toute la transformation, car c'est à ce stade que se décidait le succès ou l'échec de la métamorphose entreprise. Il comparait cette étape à celle d'un chirurgien qui implante un organe vital dans un patient. La moindre contamination, la moindre négligence ou le moindre retard pouvait compromettre définitivement l'opération et forcer un retour à l'état antérieur, souvent accompagné d'une résistance renforcée aux futures tentatives de changement. La technique d'implantation qu'il avait développée reposait sur ce qu'il appelait l'état de réceptivité maximale, un niveau de conscience modifié où le subconscient était temporairement ouvert aux nouvelles instructions sans opposer ses mécanismes de défense habituels. Cet état ne pouvait pas être atteint par la simple relaxation ou la méditation classique, mais nécessitait une combinaison sophistiquée de fatigue mentale contrôlée, d'épuisement émotionnel intentionnel et de concentration intense qui créait une fenêtre temporaire dans les défenses psychologiques naturelles. Il avait observé que les individus qui réussissaient leur transformation atteignaient naturellement cet état après 3 à 4 jours d'application rigoureuse de la méthode, lorsque l'ancien système identitaire était suffisamment affaibli pour permettre l'installation d'une nouvelle programmation sans résistance majeure. L'implantation proprement dite se déroulait selon un protocole très précis qu'il avait raffiné au fil de ses expérimentations avec des centaines de sujets volontaires. La première étape consistait en ce qu'il appelait l'inscription subconsciente, un processus par lequel la nouvelle identité était répétée mentalement selon un rythme et une intensité spécifiques pendant que l'individu se trouvait dans l'état de réceptivité maximale. Cette répétition n'était pas mécanique comme une affirmation traditionnelle, mais impliquait une visualisation multisensorielle si vivide que le subconscient l'acceptait comme une réalité déjà existante. Il insistait sur l'importance de maintenir une charge émotionnelle positive intense pendant cette inscription, car les émotions servaient de colle psychologique qui permettait à la nouvelle programmation d'adhérer solidement aux structures mentales profondes. La deuxième phase de l'implantation impliquait ce qu'il appelait l'intégration progressive, un processus par lequel la nouvelle programmation était testée et ajustée en temps réel pour s'assurer qu'elle s'harmonisait parfaitement avec les autres aspects de la personnalité qui n'avaient pas besoin d'être modifiés. Cette phase exigeait une vigilance constante et une capacité d'auto-observation sophistiquée, car il fallait détecter immédiatement toute forme de conflit interne ou de dissonance cognitive qui pourrait compromettre la stabilité de la nouvelle programmation. Il avait développé une série d'exercices mentaux spécifiques qu'il appelait tests d'intégration, où l'individu projetait mentalement sa nouvelle identité dans diverses situations hypothétiques pour vérifier la cohérence et la fluidité de ses réactions automatiques. La phase la plus délicate de l'implantation concernait ce qu'il appelait la consolidation définitive, un moment spécifique où la nouvelle programmation passait du statut de contenu mental conscient à celui d'automatisme subconscient permanent. Cette transition ne pouvait pas être forcée ou accélérée artificiellement, mais devait émerger naturellement lorsque toutes les conditions psychologiques optimales étaient réunies. Il décrivait ce moment comme une forme d'illumination soudaine où l'individu ressentait viscéralement que sa transformation était devenue irréversible, accompagnée généralement d'une sensation de légèreté mentale et d'une clarté émotionnelle qui marquait l'achèvement du processus d'implantation. Cette consolidation se reconnaissait également par l'apparition spontanée de nouveaux patterns comportementaux alignés avec la nouvelle identité, sans effort conscient ni vigilance particulière. Il avait découvert que l'efficacité de cette implantation dépendait crucialement de ce qu'il appelait l'environnement d'installation, c'est-à-dire l'ensemble des conditions externes qui soutenaient ou entravaient le processus de programmation subconsciente.
Cet environnement incluait non seulement l'espace physique où se déroulait la transformation, qui devait être exempt de distractions et chargé symboliquement d'éléments représentant la nouvelle identité, mais aussi l'environnement social, qui pouvait soit renforcer soit saboter la nouvelle programmation selon la qualité des interactions et des feedbacks reçus. Pour maximiser les chances de succès, il recommandait de s'isoler temporairement de toute influence extérieure négative et de ne s'exposer qu'aux stimuli alignés avec la nouvelle personnalité jusqu'à ce que la consolidation soit complètement achevée. L'aspect le plus innovant de la méthode d'implantation de Hill résidait dans ce qu'il appelait la validation expérientielle, un processus par lequel la nouvelle programmation était immédiatement testée dans des situations réelles mais contrôlée pour renforcer son ancrage subconscient. Cette validation ne pouvait pas attendre la fin du processus de transformation, mais devait commencer dès les premiers signes de consolidation pour créer une boucle de rétroaction positive entre la nouvelle identité et les résultats obtenus. Il avait observé que les individus qui négligeaient cette phase de validation expérientielle voyaient souvent leur nouvelle programmation s'affaiblir progressivement par manque de confirmation pratique, menant éventuellement à une régression vers les anciens patterns. Cette découverte soulignait l'importance cruciale de l'action immédiate et cohérente pour transformer une programmation mentale théorique en une réalité comportementale stable et durable. Une fois la nouvelle programmation solidement implantée, Napoléon avait identifié l'émergence d'un phénomène extraordinaire qu'il appelait le magnétisme personnel, une qualité énergétique invisible mais perceptible qui transformait radicalement la façon dont l'individu était perçu et traité par son environnement social et professionnel. Cette découverte révolutionnaire lui était venue lors de ses observations d'Andrew Carnegie lors d'une réunion d'affaires cruciale, où il avait été frappé par la capacité apparemment surnaturelle de Carnegie à influencer l'atmosphère de la pièce et à orienter les décisions des autres participants simplement par sa présence, sans recourir à la manipulation, à la persuasion ou à l'autorité hiérarchique. Carnegie lui avait expliqué plus tard que ce magnétisme n'était pas un don naturel, mais le résultat direct de l'alignement parfait entre sa nouvelle identité, ses émotions, ses pensées et ses actions, créant une cohérence énergétique si puissante qu'elle affectait inconsciemment tous ceux qui entraient dans son champ d'influence. Il avait approfondi cette investigation en étudiant systématiquement les individus les plus magnétiques de son époque, découvrant qu'ils partageaient tous certaines caractéristiques énergétiques spécifiques qui pouvaient être développées intentionnellement par toute personne ayant complété avec succès sa transformation identitaire. La première de ces caractéristiques était ce qu'il appelait la présence unifiée, un état où toutes les facettes de la personnalité pointaient dans la même direction sans conflit interne, créant une impression de puissance concentrée et de détermination inébranlable qui inspirait naturellement respect et confiance chez les autres. Cette unification ne pouvait pas être simulée ou imitée superficiellement, car elle résultait de l'élimination complète des contradictions internes et des sabotages inconscients qui caractérisent la plupart des personnalités non transformées. La deuxième composante du magnétisme personnel identifiée par il était l'authenticité vibratoire, une qualité énergétique qui se manifestait lorsque l'individu était devenu si congruent avec sa nouvelle identité qu'il rayonnait naturellement cette authenticité sans effort ni artifice. Il avait observé que cette authenticité créait un sentiment de sécurité et de confiance chez les interlocuteurs, qui percevaient inconsciemment qu'ils avaient affaire à quelqu'un de fiable et de cohérent, quelqu'un dont les paroles, les émotions et les actions provenaient d'une source unifiée plutôt que d'un assemblage chaotique d'impulsions contradictoires. Cette perception subconsciente générait automatiquement de la sympathie, de l'attraction et une disposition favorable qui facilitait considérablement toutes les interactions sociales et professionnelles. Il avait également identifié ce qu'il appelait l'énergie dirigée comme troisième pilier du magnétisme personnel, une capacité développée à concentrer et projeter son attention et son intention avec une intensité laser qui captivait littéralement l'attention des autres et les amenait naturellement à se synchroniser avec l'énergie projetée. Cette énergie dirigée ne résultait pas d'un effort de volonté ou d'une technique de manipulation, mais émergeait spontanément de la clarté absolue que la personne transformée avait développée concernant ses objectifs, ses valeurs et sa mission de vie. Il comparait ce phénomène à celui d'un aimant puissant qui attire automatiquement les particules métalliques dans son champ d'influence, sans effort conscient mais avec une efficacité redoutable. Le développement de ce magnétisme personnel passait par ce qu'il appelait l'entraînement énergétique, une série d'exercices quotidiens conçus pour amplifier et raffiner les qualités magnétiques naturelles qui émergeaient après la transformation identitaire.
Ces exercices ne relevaient pas de la performance théâtrale ou de la séduction manipulatrice, mais consistaient en des pratiques d'alignement interne qui renforçaient la cohérence entre la pensée, l'émotion et l'action jusqu'à créer un champ énergétique unifié si puissant qu'il devenait perceptible même par des personnes peu sensibles aux subtilités énergétiques. Il insistait sur le fait que cet entraînement devait être mené avec la même rigueur qu'un athlète préparant une compétition olympique, car le magnétisme personnel représentait un avantage compétitif si considérable qu'il justifiait tous les efforts nécessaires à son développement optimal. L'aspect le plus fascinant du magnétisme personnel selon il était son effet contagieux. Les personnes exposées régulièrement à un individu magnétique commençaient elles-mêmes à développer des qualités similaires, créant un effet de réseau qui amplifiait exponentiellement l'influence et l'impact de la personne transformée. Il avait observé ce phénomène dans l'entourage de tous les leaders exceptionnels de son étude, qui semblaient élever automatiquement le niveau énergétique et la performance de leurs collaborateurs, familles et amis simplement par leur présence quotidienne. Cette découverte révélait que la transformation personnelle réussie n'était jamais un événement isolé, mais déclenchait invariablement une onde de transformation positive qui se propagait dans l'environnement social de la personne, multipliant ainsi l'impact de ses efforts initiaux. Il estimait que l'activation complète du magnétisme personnel nécessitait généralement 5 à 7 jours supplémentaires après l'achèvement de la transformation identitaire, période pendant laquelle les nouvelles qualités énergétiques se stabilisaient et atteignaient leur pleine puissance. Cette phase finale représentait l'aboutissement de tout le processus de transformation, le moment où tous les efforts investis se cristallisaient en une nouvelle réalité relationnelle et sociale qui soutiendrait et amplifierait tous les autres changements accomplis. Pour il, cette activation du magnétisme personnel marquait la différence entre une transformation superficielle et temporaire et une métamorphose authentique et durable qui transformerait non seulement la vie de l'individu, mais aussi celle de tous ceux qui auraient le privilège d'évoluer dans son nouveau champ énergétique. L'étape cruciale que Napoléon il considérait comme le test ultime de toute transformation authentique concernait ce qu'il appelait la cristallisation des automatismes, un processus par lequel les nouveaux patterns comportementaux et mentaux devenaient si profondément ancrés qu'ils fonctionnaient sans supervision consciente, même dans les situations les plus stressantes ou les plus imprévues. Cette phase représentait selon lui le passage de la transformation volontaire à la personnalité naturelle, le moment où l'individu cessait d'avoir à faire des efforts pour maintenir sa nouvelle identité car elle était devenue aussi spontanée et automatique que sa respiration ou son rythme cardiaque. Il insistait sur l'importance cruciale de cette étape car il avait observé que la majorité des échecs de transformation résultaient d'une cristallisation incomplète qui laissait des zones de faiblesse où les anciens patterns pouvaient reprendre le dessus lors de moments de fatigue, de stress intense ou de pression sociale. Le processus de cristallisation commençait par ce qu'il appelait l'identification des points de vulnérabilité, une analyse minutieuse des situations, des émotions et des circonstances qui étaient les plus susceptibles de déclencher une régression vers l'ancienne personnalité. Cette identification ne pouvait pas être théorique ou superficielle, mais devait être basée sur une observation rigoureuse de ses propres réactions dans des conditions variées, particulièrement celles qui reproduisaient les triggers historiques qui avaient maintenu l'ancienne identité en place pendant des années. Il recommandait de tenir un journal détaillé pendant au moins 72 heures, documentant chaque moment de doute, d'hésitation ou d'incongruence avec la nouvelle personnalité pour créer une carte précise des zones nécessitant un renforcement supplémentaire avant la cristallisation finale. Une fois ces points de vulnérabilité identifiés, il préconisait ce qu'il appelait l'entraînement intensif ciblé, une série d'exercices mentaux et émotionnels spécifiquement conçus pour renforcer la nouvelle programmation dans les domaines les plus fragiles. Cet entraînement impliquait de recréer mentalement, avec un maximum de réalisme sensoriel, les situations problématiques identifiées, puis de répéter inlassablement la réponse alignée avec la nouvelle identité jusqu'à ce qu'elle devienne aussi automatique qu'un réflexe conditionné. Il comparait ce processus à celui d'un musicien virtuose qui répète des milliers de fois les passages les plus difficiles d'une partition jusqu'à pouvoir les exécuter parfaitement même sous la pression d'un concert en direct devant des milliers de spectateurs. La phase suivante de la cristallisation impliquait ce qu'il appelait l'exposition progressive au stress, un protocole systématique par lequel l'individu se confrontait volontairement à des situations de difficulté croissantes pour tester la solidité de sa nouvelle programmation dans des conditions réelles. Cette exposition ne pouvait pas être aléatoire ou improvisée, mais devait suivre une progression logique du moins stressant vers le plus challengeant,
permettant à la nouvelle identité de se renforcer graduellement sans risquer un effondrement soudain qui pourrait compromettre tout le travail accompli. Il insistait sur l'importance de célébrer chaque petite victoire dans ce processus, car ces succès progressifs créaient un momentum psychologique qui facilitait l'ancrage définitif des nouveaux automatismes. Il avait découvert que la cristallisation effective se manifestait par ce qu'il appelait l'état de fluidité naturelle, un moment spécifique où l'individu réalisait soudain qu'il n'avait plus besoin de réfléchir consciemment pour agir en accord avec sa nouvelle identité, que ses réactions spontanées étaient devenues automatiquement alignées avec ses nouveaux standards et ses nouvelles valeurs. Cette réalisation s'accompagnait généralement d'un sentiment profond de libération et d'intégrité personnelle, car la personne n'avait plus à maintenir une vigilance constante pour éviter les rechutes ou les incohérences comportementales. Il décrivait cette sensation comme celle d'un nageur débutant qui réalise soudain qu'il peut se laisser porter par l'eau sans couler, que ses mouvements sont devenus naturels et fluides sans effort conscient. La dernière étape de la cristallisation concernait ce qu'il appelait la validation sociale autonome, un phénomène par lequel l'environnement de l'individu commençait spontanément à refléter et à renforcer sa nouvelle identité sans qu'il ait besoin de rien demander ou d'expliquer sa transformation. Cette validation se manifestait par des changements subtils mais perceptibles dans la façon dont les autres interagissaient avec lui. Plus de respect spontané, des opportunités inattendues, des collaborations naturelles et une reconnaissance générale de ses nouvelles qualités qui confirmaient objectivement la réussite de sa métamorphose. Il considérait cette validation externe comme la preuve irréfutable que la transformation était devenue réelle et durable, car elle démontrait que la nouvelle identité était suffisamment convaincante et cohérente pour modifier les perceptions et les comportements des autres sans manipulation consciente. Il estimait que cette phase de cristallisation complète nécessitait généralement entre 5 et 10 jours supplémentaires selon la profondeur de la transformation entreprise et la complexité des nouveaux automatismes à installer. Cette période représentait l'investissement final dans un processus qui, une fois achevé, procurerait des bénéfices exponentiels pendant des décennies, car les automatismes cristallisés fonctionneraient ensuite de manière autonome, maintenant et amplifiant les résultats positifs sans effort conscient supplémentaire. Pour il, cette cristallisation marquait la différence fondamentale entre les individus qui connaissent des succès temporaires et ceux qui bâtissent des réussites durables et croissantes, car elle créait les fondations psychologiques nécessaires pour soutenir une expansion continue de leurs capacités et de leur influence. La phase finale et la plus spectaculaire de la méthode de transformation de Napoléon, il concernait ce qu'il appelait l'expansion naturelle de la sphère d'influence, un phénomène par lequel l'individu transformé commençait automatiquement à attirer et à influencer positivement un cercle croissant de personnes, d'opportunités et de circonstances favorables sans effort marketing ni stratégie de networking traditionnelle. Cette expansion ne résultait pas d'une technique de persuasion ou d'une approche manipulatrice, mais émergeait spontanément de la puissance magnétique que la personne avait développée à travers sa métamorphose complète, créant ce qu'il appelait un champ d'attraction naturel qui modifiait littéralement la qualité et la quantité des expériences qu'elle attirait dans sa vie quotidienne. Il avait observé ce phénomène chez tous les titans qu'il avait étudiés, remarquant que leur influence semblait s'étendre bien au-delà de leurs compétences techniques ou de leur position hiérarchique, touchant des domaines apparemment sans rapport avec leur activité principale, mais toujours en harmonie avec leur nouvelle identité et leurs valeurs fondamentales. Cette expansion suivait toujours le même pattern. Elle commençait dans l'environnement immédiat de la personne transformée, affectant d'abord sa famille, ses proches collaborateurs et ses amis intimes, puis s'étendait graduellement à son réseau professionnel, sa communauté locale, et parfois même à l'échelle nationale ou internationale selon l'ampleur de sa vision et la puissance de son magnétisme personnel développé. La première manifestation de cette expansion se reconnaissait par ce qu'il appelait l'effet d'élévation spontanée, un phénomène par lequel les personnes en contact régulier avec l'individu transformé commençaient elles-mêmes à améliorer leur performance, leur attitude et leur niveau d'exigence personnelle sans recevoir de conseils explicites ou de formation formelle. Il avait documenté de nombreux cas où des employés médiocres devenaient soudain performants, où des relations familiales problématiques se résolvaient naturellement, où des collaborateurs découvraient des talents cachés simplement en évoluant dans le nouveau champ énergétique de la personne transformée. Cette influence positive se propageait de manière concentrique, créant des cercles d'amélioration qui s'étendaient bien au-delà de la zone d'action directe de l'individu. Il avait également identifié ce qu'il appelait l'attraction synchronistique,
un pattern selon lequel la personne transformée commençait à vivre une série de coïncidences favorables et de rencontres providentielles qui accéléraient la réalisation de ses objectifs de manière apparemment miraculeuse. Ces synchronicités n'étaient pas accidentelles selon Hill, mais résultaient de la clarté énergétique et de la cohérence vibratoire que la personne avait développée, qui créait une forme de résonance universelle attirant automatiquement les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission de vie. Il insistait sur le fait que ces événements synchronistiques devaient être reconnus et exploités intelligemment, car ils représentaient des fenêtres d'opportunités limitées dans le temps qui pouvaient catapulter l'individu vers des niveaux de réussite qu'il aurait mis des années à atteindre par des moyens conventionnels. L'aspect le plus remarquable de cette expansion concernait ce qu'il appelait l'amplification exponentielle, un processus par lequel l'influence de la personne transformée se multipliait de manière géométrique plutôt qu'arithmétique, chaque personne touchée par son rayonnement devenant elle-même un vecteur de transformation positive dans son propre environnement. Il avait calculé qu'un individu ayant complété avec succès sa transformation pouvait potentiellement influencer positivement des milliers de personnes en l'espace de quelques années, non pas par un effort de prosélytisme ou d'évangélisation, mais simplement par l'effet contagieux de son authenticité et de sa puissance personnelle développée. Cette amplification créait ce qu'il appelait une spirale ascendante d'influence, qui bénéficiait non seulement à l'individu transformé, mais à l'ensemble de sa communauté et même à la société dans son ensemble. Il avait découvert que cette expansion de l'influence pouvait être orientée et amplifiée par ce qu'il appelait la vision magnétique, une capacité développée à projeter mentalement et émotionnellement une vision inspirante de l'avenir qui attirait naturellement les personnes et les ressources nécessaires à sa réalisation. Cette vision ne pouvait pas être artificielle ou égotiste, mais devait émerger naturellement de la nouvelle identité, et servir un but plus grand que les intérêts personnels immédiats de l'individu. Il insistait sur le fait que plus cette vision était noble, inspirante et bénéfique pour le plus grand nombre, plus elle générait une force d'attraction puissante qui accélérait son accomplissement et amplifiait l'influence de celui qui la portait. La maîtrise complète de cette expansion d'influence marquait selon il l'achèvement définitif du processus de transformation, le moment où l'individu cessait d'être un simple bénéficiaire de sa métamorphose pour devenir un catalyseur de transformation positive dans le monde qui l'entourait. Cette évolution représentait l'accomplissement ultime de la méthode de Hill, transformer non seulement une vie individuelle, mais créer un impact positif durable qui continuerait à se propager longtemps après que l'effort initial de transformation ait été complété. Il estimait que cette phase d'expansion pouvait se manifester dès la deuxième semaine suivant la transformation initiale et continuait à s'amplifier de manière exponentielle aussi longtemps que l'individu maintenait l'alignement et l'authenticité qu'il avait développé au cours de sa métamorphose personnelle. Nous voici arrivés au terme d'un voyage extraordinaire à travers les mécanismes les plus profonds de la transformation humaine, un parcours qui révèle une vérité à la fois troublante et libératrice. Vous possédez déjà en vous toute la puissance nécessaire pour devenir méconnaissable en seulement une semaine, non pas par magie ou par miracle, mais par l'application rigoureuse de lois psychologiques que Napoléon a passé des décennies à décoder auprès des plus grands génies de son époque. Cette méthode ne relève pas de la théorie motivationnelle ou de l'optimisme aveugle, mais constitue un protocole scientifique de reconstruction identitaire qui a fait ses preuves auprès de centaines d'individus qui sont passés de l'anonymat à la grandeur en suivant exactement les étapes que vous venez de découvrir. La question qui se pose maintenant n'est plus de savoir si cette transformation est possible, mais de déterminer si vous possédez le courage nécessaire pour abandonner le confort trompeur de votre médiocrité actuelle et embrasser l'inconfort temporaire qui vous séparera à jamais de la version limitée de vous-même que vous avez accepté d'incarner jusqu'à présent. Cette semaine de transformation qu'il a documentée chez les titans de son époque représente bien plus qu'une simple amélioration personnelle. C'est une renaissance complète qui vous permettra de vous reconnecter avec le potentiel illimité qui sommeille en vous depuis votre naissance, mais qui a été progressivement étouffé par les conditionnements sociaux, les croyances limitatives et les peurs héritées qui maintiennent la majorité des êtres humains dans un état de somnolence existentielle. En appliquant cette méthode avec la discipline d'un scientifique et la passion d'un artiste, vous ne ferez pas que changer votre vie. Vous deviendrez un exemple vivant de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle décide de transcender ses limitations auto-imposées et de révéler la magnificence de sa véritable nature. Cette transformation touchera non seulement chaque aspect de votre existence personnelle, mais rayonnera automatiquement vers tous ceux qui auront le privilège de croiser votre chemin, créant une onde de changement positif dont l'impact se propagera bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui.
L'héritage de Napoléon, il nous enseigne que la grandeur n'est jamais un accident ou un privilège réservé à quelques élus, mais toujours le résultat d'une décision consciente suivie d'une action cohérente et soutenue, une vérité qui place entre vos mains la responsabilité absolue de votre destinée et l'opportunité extraordinaire de devenir l'architecte de votre propre légende. Les principes que vous venez de découvrir ont transformé des fermiers en magnats de l'industrie, des employés en leaders visionnaires, des individus ordinaires en force de changement qui ont marqué l'histoire de l'humanité, et ils possèdent exactement la même puissance aujourd'hui qu'il y a un siècle, car ils s'appuient sur des lois universelles de la psychologie humaine qui transcendent les époques et les cultures. Ce qui différencie ceux qui connaîtront cette transformation de ceux qui resteront des observateurs passifs de leur propre vie, c'est uniquement la qualité de leur engagement envers leur propre évolution et leur volonté d'investir une semaine d'efforts intenses pour s'offrir des décennies de réussite et d'épanouissement authentique. La méthode qu'il a léguée à l'humanité représente un cadeau inestimable qui attend simplement que vous ayez l'audace de le déplier et de l'appliquer. Un blueprint précis pour échapper définitivement à la prison dorée de la normalité et accéder à cette version extraordinaire de vous-même qui ne demande qu'à émerger de l'ombre de vos limitations actuelles. Cette transformation ne nécessite aucun talent particulier, aucune éducation spécialisée, aucune ressource financière exceptionnelle, mais seulement la décision inflexible de devenir la personne que vous êtes destiné à être et l'engagement total à suivre ce protocole révolutionnaire avec une précision mathématique. Le processus peut être inconfortable, déstabilisant, parfois même effrayant, car il implique de mourir symboliquement à votre ancienne identité pour renaître sous une forme supérieure. Mais cette mort temporaire est le prix dérisoire à payer pour accéder à une vie de puissance, d'influence et d'accomplissement qui dépassera vos rêves les plus ambitieux. Maintenant que vous connaissez ces secrets qu'il a extraits de l'analyse minutieuse des plus grands succès de l'histoire moderne, vous vous trouvez à un carrefour décisif où deux chemins s'offrent à vous. Soit vous rangez ces connaissances dans un coin de votre mémoire comme une curiosité intellectuelle intéressante en retournant à vos habitudes familières et à vos limitations confortables. Soit vous saisissez cette opportunité unique de transformer radicalement votre existence en devenant la démonstration vivante de ce que peut accomplir un être humain qui décide de révéler sa véritable grandeur. Le choix vous appartient entièrement, mais souvenez-vous que l'inaction est aussi une décision de rester prisonnier de votre version actuelle alors que la clé de votre libération se trouve maintenant entre vos mains. Et que chaque jour qui passe sans que vous appliquiez cette méthode est un jour de plus où votre potentiel extraordinaire demeure endormi dans l'attente de votre réveil. Si cette vérité vous touche, si elle résonne avec cette partie de vous qui sait qu'elle est destinée à bien plus que votre réalité actuelle, alors montrez-le en aimant cette vidéo, partagez-la avec ceux que vous aimez assez pour leur offrir la chance de découvrir leur propre magnificence, et abonnez-vous pour continuer ensemble ce voyage extraordinaire vers la version la plus puissante et la plus authentique de vous-même.